Bonsoir et bienvenue à tous, enfin rebonsoir pour ceux que j'ai déjà servi. Ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir pour la première conférence de l'année. C'est aussi la première conférence autour de l'exposition à thème que nous présentons en bas, qui est Masque Guélédé, le pouvoir des mères, et qui présente plus de 50 masques que je vous invite à venir voir ou revoir si vous l'avez déjà vu. Katia Myriam Bort-Arnold, qui va être notre conférencière ce soir, est guide conférencière au musée, et elle a aussi rédigé les textes scientifiques de l'exposition. Et donc ce soir, elle nous présente Femme Oiseau. Vous avez dû lire le descriptif, donc je ne vais pas m'apesantir plus longtemps. En tout cas, je vous demanderai juste d'éteindre vos téléphones portables s'ils sont pas éteints, et il y aura un temps de discussion à la fin où vous pourrez interrompre, poser des questions, donc n'hésitez surtout pas, et on restera encore ouvert un petit peu si vous voulez boire un verre. Voilà. Bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme notre administratrice m'a un petit peu présenté, ça m'épargne du blabla inutile. Alors, je ne sais pas lesquels d'entre vous ont vu déjà l'exposition Guélédé. Est-ce qu'il y en a pas du tout? Donc ici, effectivement. Donc je vous rappelle de manière très courte, mais je vous invite vraiment à venir à découvrir parce que là, vous comprendrez un petit peu plus le lien, effectivement. Mais rassurez-vous, ma conférence, vous verrez le sujet est quand même très clair. En fait, cette idée de conférence m'est venue pour deux raisons. Déjà, quand on a commencé à préparer effectivement cette exposition, lorsque donc Adli, notre administratrice, Marc Abogast, notre fondateur qui était présent, qui n'a pas pu être là ce soir et qui s'en excuse, mais aussi notre collègue Jean-Yves, qui est conférencier également au musée et qui est responsable de nombreux podcasts, donc nous ont fait part du choix des Guélédé en nous disant ce sont des femmes qui se transforment en fait en oiseaux la nuit, de vieilles femmes, et qui ont le pouvoir en fait d'influer sur la fertilité des champs et des mères en fait de famille. Et moi, tout de suite, ça m'a fait penser en fait à un conte que j'avais lu, mais vraiment, alors là, dans les années 80, ça veut dire ça remonte, mais ça m'avait vraiment marqué. C'est le premier conte des Antilles que j'ai lu, La Martinique, et qui parlait d'une petite fille qui avait vu sa tante, sa marraine, quelqu'un de sa famille, en fait, se transformer en oiseau la nuit, avec un onguent qu'elle s'appliquait, avec une formule un peu magique, d'invocation, et qui, à partir de là, voulait faire la même chose que sa tante, que cette marraine, et se transformait elle-même en oiseau. Ce conte m'a énormément marqué. Je l'avais trouvé très beau. Je me suis dit, ça doit être chouette de pouvoir se transformer en oiseau. Et je l'ai gardé en mémoire jusqu'au jour où on a préparé cette exposition, enfin les premières réunions concernant les Guélédé. Et je me dis, y aurait-il un lien? Deuxième point, je remercie aussi, du coup, ils ne sont pas présents, deux étudiants qui sont à l'Institut des études politiques de Strasbourg, originaires de la Réunion, Yann et Nicolas, qui, à la fin d'une visite guidée avec leur école, en fait, sont venus me voir, puisqu'on finit en général donc, au 3e étage. Vous voyez, les Egungun nous accompagnent, mais aussi donc, nos fameux Guélédé. Ils me disent, mais vous savez, à la Réunion, il y a une légende de femme qui se transforme en oiseau, une esclave, Kala, qui devient grand-mère Kale. Voilà, et nous, ça nous fait vraiment penser à ça. C'est super intéressant. Voilà. Ce sont, en fait, effectivement, les deux contes qui m'ont interpellée. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Mais avant ça, avant d'arriver à ces contes, et vous allez voir comment ils ont été transformés, il m'a semblé pertinent, en fait, d'explorer un petit peu la symbolique de l'oiseau à travers différentes civilisations. Alors, je vous rassure, on prend pas, on ne développe pas, c'est juste pour vous montrer que l'oiseau est présent, en fait, dans beaucoup de cosmogonies. Cosmogonies, ce sont les récits de création du monde, de différentes civilisations. Alors, malheureusement, je ne peux pas citer tous les récits de tous les endroits. J'en ai pioché quelques-uns, non pas au hasard, mais en fonction de ce qu'ils pouvaient parler. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous en connaissent déjà. J'ai fait avec du matériel, on va dire, un peu connu, d'autres peut-être moins. Je me suis intéressée aussi, à partir du moment où on parle de la symbolique d'oiseaux, et bien de figures, justement, qui sont... des oiseaux qui accompagnent des divinités, parce que vous allez voir que l'oiseau est un compagnon de divinités de beaucoup de mythologies, pour arriver enfin à des femmes oiseaux qui ne sont pas forcément du continent africain ou des îles, parce qu'on a aussi des exemples, et finir effectivement sur nos deux contes du début. Vous voyez, la boucle est bouclée finalement par rapport à mon point de départ, mon idée de conférence.
Alors, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être un petit peu pendant, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, parce que des fois, des choses qui nous paraissent acquises ne sont pas forcément pour le public. Donc, il n'y a pas de souci, on est là pour dialoguer également. J'espère avoir réponse à pas mal de questions, mais je reste un être humain, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une intelligence artificielle, donc il est possible que je n'ai pas forcément réponse à tout. Mais rassurez-vous, parce que si vous êtes intéressé, moi je peux toujours prendre vos coordonnées, je peux toujours faire la recherche ensuite, ou c'est vous peut-être dans le public qui aurait une réponse à donner à quelqu'un ou quelqu'une de l'Assemblée qui souhaiterait un éclaircissement, donc n'hésitez pas. Franchement, on est dans un dialogue. Donc voilà, une conférence pour moi, c'est pas un monologue voilà, où j'étalerai ma science, on est vraiment là pour partager aussi les choses. Bien, alors on va commencer avec une première image concernant un petit peu les différentes symboliques qu'on retrouve, qui sont associées à l'oiseau. Hein, donc il y a une constante déjà qu'on retrouve beaucoup, hein, quel que soit l'endroit du globe où on se trouve, c'est que souvent l'oiseau en fait est l'animal qui symbolise les relations entre la terre et le ciel. Ça vraiment... Quelle que soit la civilisation, ça devient, voilà, enfin, on le retrouve très fréquemment. L'oiseau est souvent synonyme de présage et de message. Et je pense que certains et certaines d'entre vous, hein, voilà, se rappelleront peut-être un peu les cours de latin ou quand on voyait l'Antiquité hein, en cours d'histoire au collège, avec le recours à l'ornithomancie. Hein, ornitho, l'oiseau, mancie, en fait, la divination. Donc la Rome antique, par exemple, a recours aux auspices. Donc c'est l'interprétation soit du vol, soit même du chant des oiseaux, ou des fois de manière un peu plus rare, voire même la façon dont se nourrissent les poulets sacrés. Hein, comment ils picorent leurs graines, vous pouvez en déduire des choses concernant l'avenir, en fait, ou la volonté des divinités. Rome, mais aussi la Grèce antique, les civilisations hittites et babyloniennes, par exemple. Donc, vous voyez, là, c'était par exemple donc, étudier le vol des oiseaux, c'est une presse étrusque, mais là, vous voyez, des entripailles un petit peu notre oiseau. Pourquoi? Ce qui va l'intéresser ici, ce sont les viscères. Alors, il n'y a pas que les oiseaux qui sont concernés. Il peut y avoir d'autres animaux qui, malheureusement, sont sacrifiés pour ce type de lecture divinatoire. Mais là, en l'occurrence, même si vous voyez, hein, c'est une gravure beaucoup plus récente, hein, qui ne date pas de l'Antiquité, mais telle qu'on se représentait, voilà. En tout cas, les personnes de l'Antiquité procédaient à cette lecture des entrailles, voilà, concernant, voilà, une lecture divinatoire. Ici, vous avez un très bel exemple, une très belle statue qui appartient au patrimoine balinais. Alors, ce n'est pas Bali hein, particulièrement, c'est en fait, je l'ai prise parce que voilà, Bali est un très beau patrimoine concernant l'hindouisme. En fait, dans les textes hindous, vous avez l'oiseau qui figure les âmes s'échappant du corps, hein, qui échappe aux lourdeurs terrestres. Hein, et ça, c'est vraiment une thématique qu'on va retrouver très souvent. Il y a un proverbe qui dit, dans le Rig Veda, qui est l'un des 4 textes canoniques de l'hindouisme, l'intelligence est le plus rapide des oiseaux. Hein, vous voyez, donc ce côté vraiment très spirituel qu'on accorde voilà, à l'oiseau. Dans les textes védiques, alors le védisme, c'est la religion d'avant l'hindouisme. Hein. L'hindouisme n'est pas surgi nulle part. En fait, il est en 3 étapes. Vous avez le védisme, le brahmanisme et ensuite l'hindouisme dans ces différentes branches qu'on connaît. Donc vraiment, ces textes très anciens, les textes védiques, montrent l'oiseau comme un symbole d'amitié entre les divinités et les êtres humains. Il y a un texte très important qui montre un oiseau hein, précis, l'oiseau Garuda, et c'est celui qui est montré là, vous voyez, hein, qui est chevauché peut-être par une autre divinité, là en l'occurrence Vishnu. En fait, cet oiseau Garuda, il va dérober un petit peu ce qu'on appelle le soma, qui est une sorte d'ambroisie, hein, qui est normalement réservée aux immortels, aux divinités, et il va le partager aux humains. On peut bouger le slide, voilà. Et là, ce qui va nous intéresser, je sais que c'est très petit, c'est dans les dessins préhistoriques hein, des grottes, comme celle de Lascaux, par exemple. Alors, si vous arrivez à repérer l'oiseau, parce qu'on a un bison qui est un peu plus impressionnant, un homme, on se demande si c'est pas un homme-oiseau, hein, il fait quand même un peu échassé, mais celui qui nous intéresse plus particulièrement, je vous montre quand même, cette petite figure-là. Vous voyez, déjà l'oiseau est présent à ces moments-là. Alors, vous savez qu'on n'a pas beaucoup le problème des sites préhistoriques, c'est que quand on n'a pas encore accès à l'écriture, là, on est réduit peut-être plus à des hypothèses. Dans les hypothèses, effectivement, on a pensé effectivement l'envol de l'être humain dans l'autre monde, hein, une fois que sa vie terrestre est achevée, mais on a pensé aussi que ça pouvait être qu'il y avait déjà en fait une tradition chamanique à cette époque, et qu'il pourrait symboliser aussi donc, le vol extatique du chaman hein, pendant sa transe.
Et ces chamans, je vous rassure, on va les retrouver dans quelques minutes, voilà, dans mon propos. Souvent, l'oiseau s'oppose au serpent comme symbole du monde céleste s'opposant au monde terrestre. Et là, sincèrement, quand vous ferez un petit tour au 3e étage, ben vous verrez que nous aidez souvent, ou même sur l'affiche de toute façon de l'événement, eh bien, on retrouve effectivement cette lutte du serpent et de l'oiseau. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Les oiseaux peuvent représenter des états spirituels dits supérieurs, et la figure de l'ange, qu'on va retrouver un petit peu plus tard aussi dans l'exposé, se retrouve dans plusieurs religions monothéistes. Certains oiseaux qu'on retrouve dans la littérature chinoise de la dynastie Han, alors cette dynastie, en fait, elle couvre 4 siècles, 2 siècles avant l'an 0 et 2 siècles après. Donc voilà, c'est 4 siècles d'utilisation très riche. Alors, l'illustration ne date pas de cette époque-là, mais je l'ai trouvée très belle puisque de toute façon, vous savez que voilà, il y a des contes qui ont traversé le temps et comme c'est l'une des plus beaux exemples de la littérature chinoise, j'ai bien voulu illustrer cette littérature-là par ces très belles illustrations. Et on sait que donc quand les oiseaux se retrouvent dans ce type de texte chinois, eh bien, ce sont des créatures immortelles qui sont souvent des messagers célestes. Le Coran n'est pas en reste. Le Coran qui pourtant ne représente pas la figure de la divinité, d'Allah par exemple, eh bien, avec les oiseaux, il a beaucoup plus finalement de compréhension. En fait, l'oiseau, c'est souvent la connaissance spirituelle et quand on désigne l'oiseau, souvent c'est un synonyme de destinée. Vous voyez donc l'analogie. Dans le récit de l'oiseau, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que vous verrez que l'oiseau est très présent dans la littérature en fait issue de l'islam, que ce soit dans les pays arabes, mais aussi n'oubliez pas que la Perse, l'actuel Iran, a été vraiment une très grande pourvoyeuse de ces textes-là. Et donc là, je vais vous parler donc, du médecin et philosophe Avicenne. Il a, par exemple, un récit qui s'appelle le récit de l'oiseau et qui symbolise l'histoire d'une âme engagée dans la quête initiatique. Donc vous voyez, tout ce côté très spirituel est encore présent. Dans les mondes celtiques et nordiques, alors nord-européens, j'entends bien, l'oiseau est en général le messager ou l'auxiliaire de divinité et représentant de l'autre monde. Par exemple, vous avez le cygne en Irlande et en Finlande. Vous avez la grue ou le héron en Gaule. Vous avez aussi l'oie qu'on retrouve un peu partout dans le territoire de l'actuelle Grande-Bretagne. Et le corbeau, lui, eh bien, il se partage vraiment beaucoup de terrain. Vous le retrouvez par exemple avec le dieu Odin. Vous le retrouvez avec la Morrigan, qui est une déesse irlandaise. Dans la sphère celtique, la déesse galloise Rhiannon possède des oiseaux, et là retenez bien parce qu'on va retrouver un petit peu cette thématique, qui réveillent les morts et endorment, et il faut comprendre le sens endorment, en fait font mourir les vivants par la suavité de leur chant. Ça vous fait penser, à mon avis, à quelques personnages, à quelques créatures qu'on va retrouver dans pas longtemps. Plusieurs peuples sibériens, comme les Yakoutes par exemple, voilà, j'en ai pris un parmi la multitude de peuples sibériens, croient que les âmes mortes, quelles que soient leurs actions menées dans leur vie terrestre, une fois atteintes les rives de l'autre monde, se transforment en oiseaux. Les oiseaux de nuit sont associés aux revenants, et cette croyance, association oiseaux de nuit revenants, on va la retrouver sous d'autres latitudes. Eh bien, justement, pour chasser en fait ces revenants, on va avoir besoin d'un oiseau en particulier, le grand-duc. Et vous avez beaucoup, par exemple, donc là j'ai pris, c'est plutôt du côté amérindien, mais on sait que les peuples sibériens et amérindiens du Nord partagent, effectivement, certaines croyances très proches, très similaires de ces oiseaux, du coup, qui vont chasser toutes en fait ces présences indésirables. D'où la présence de plumes, effectivement. Alors des fois c'est la plume d'aigle, voilà. Et du côté de la Sibérie, c'est plutôt le grand-duc. Nous arrivons enfin en Afrique, que nous connaissons bien ici au musée Vaudou. On espère, en tout cas, même si on a toujours à s'améliorer sur le sujet. L'oiseau est très souvent représenté sur les masques. Et nos guédés ne font pas exception. Très souvent, quelle que soit l'ethnie, l'oiseau est associé à la fécondité. Là, les guédés sont en plein dans le mille. Par contre, chez les Bambara, la grue, par exemple, mais là, l'espèce est vraiment nommée, eh bien, la grue, elle est rattachée au don de la parole. Et quand on sait la place accordée à l'éloquence orale dans beaucoup de peuples africains, on comprend que voilà, avoir une grue comme symbole de cette éloquence, c'est important. Les oiseaux nous permettent de reconnaître des divinités de diverses traditions, pas forcément toujours les mythes qui s'y rapportent. Donc, par exemple, la colombe accompagne Aphrodite, la chouette Athéna, vous le retrouvez par exemple donc, sur des pièces. Donc, je vais demander un petit tour, voilà,
la slide suivante, vous avez une pièce d'Athènes avec la chouette d'Athéna, par exemple. La colombe n'est pas représentée ici, voilà. L'aigle vient avec Zeus, par exemple. Donc, vous en avez une représentation là, en haut au milieu. Juste à côté, eh bien, vous avez son fils Apollon qui, lui, a le cygne, comme animal. Mais ce cygne, vous auriez pu le retrouver aussi dans le nord, en fait, de l'Europe, avec Njordr. Le pan, c'est celui qui accompagnera, qui n'est pas présente sur ma représentation. Et puis, je vous l'ai dit, Odin, Morrigan, donc je ne me répète pas, ont le corbeau, évidemment, comme accompagnateur. Est-ce que vous avez une petite idée de l'animal le plus représenté dans les contes, dans les légendes? Comme ça, toute époque confondue, toute civilisation confondue. L'aigle? Oui, exactement, c'est l'aigle, effectivement, qui est le plus souvent représenté. Très bien vu. Et il y a deux oiseaux que je tiens à signaler parce qu'en fait, ils ont une classe particulière qui sont souvent liés en fait avec l'autre monde, le monde des morts, l'invisible, quel que soit le nom que la civilisation donne. Est-ce que vous avez une petite idée aussi, là également, sachant que je vous ai donné quelques petits indices avec quelques divinités citées auparavant? Les corbeaux. Les corbeaux, tout à fait. Et les chouettes. Pas tout à fait, non, pas la chouette. C'est pas la chouette qui est... Même si, effectivement, des fois, elle peut être liée, si vous pensez par exemple à Hécatée, qui peut être accompagnée de chouettes, ça, je suis d'accord. En fait... L'autre oiseau qu'on trouve très fréquemment associé avec le monde des morts, c'est le cygne. Et là, je vous invite à réécouter le cygne de Tuonela, du compositeur finlandais Sibelius, qui fait référence en fait à cette grande épopée finlandaise qui est souvent méconnue en France, parce qu'effectivement la Finlande c'est pas à côté, que la France n'a pas forcément autant de liens, mais là je parle un petit peu de ce que je connais, de manière un peu plus approfondie. Voilà, ce signe de Tuonela, c'est l'épopée en fait finlandaise de Kalevala, qui a été en fait récoltée, au XIXe siècle, qui a participé en fait à cette idée en fait d'indépendance de la Finlande, de dire non, la Finlande elle n'est pas russe, elle n'est pas suédoise comme ça a été le cas pendant des siècles, elle est finlandaise, elle est finnoise. Bien. Maintenant, nous allons en fait nous attacher effectivement à des figures effectivement très proches, que vous connaissez à mon avis tous et toutes. Je les ai montrées parce qu'elles sont tellement évidentes que voilà, il fallait quand même un petit peu en parler. Donc on va se déplacer du côté de la Grèce antique. Vous les connaissez, ce sont les fameuses sirènes, parce que bien peu pensent que les sirènes archaïques, en fait, ce sont des femmes à corps d'oiseau. Et là, vous avez une représentation, vous reconnaissez notre héros, c'est Ulysse. C'est un épisode très célèbre que vous retrouvez en fait de l'Odyssée. Ici, la petite statue, c'est aussi une représentation en fait antique d'une sirène. Par contre, là, vous le voyez, le nom, c'est une représentation effectivement du XVIe siècle. Ce ne sont pas tout à fait des sirènes, ce sont des harpies. Vous avez déjà entendu parler des harpies. C'est quoi la spécialité des harpies? Les harpies qui ont donné d'ailleurs leur nom à un oiseau assez impressionnant, un grand rapace. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en photo, peut-être que j'aurais dû le mettre à côté parce qu'il est quand même, il vaut le détour. Eh bien, ces divinités, ces harpies, ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Vous voyez, donc on n'a pas intérêt à les rencontrer sur notre chemin. Voilà. On les retrouve entre autres dans l'Énéide de Virgile, chez Homère, qui est une grande source effectivement de savoir un petit peu effectivement de la religion chez les Grecs, mais aussi Hésiode qui est le premier historien un petit peu, qui nous donne quand même beaucoup de renseignements aussi sur la représentation en fait du surnaturel des divinités en Grèce. Nos sirènes, je reviens un petit peu sur elles parce qu'en fait, on sait que par leur chant, elles envoûtaient les navigateurs, elles faisaient en sorte qu'ils se fracassent. Donc on retrouve cette idée de chant suave, mais qui vous fait perdre la tête jusqu'à en perdre la vie. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que suivant les sources, parce que les sources ne sont pas toujours d'accord, c'est ça qui est intéressant de voir, en fait, suivant l'endroit, le siècle, en fait, comment le mythe un petit peu se transforme. Mais elles sont, au départ, elles n'ont pas de corps d'oiseau. En fait, ce sont des jeunes filles qui accompagnent une divinité en particulier, Corée, qui va devenir Perséphone, l'épouse d'Hadès, le dieu des enfers. Et c'est justement pour ne pas avoir su protéger, en fait, Corée, devenue Perséphone, quand elle est enlevée par Hadès, eh bien qu'elles vont être transformées en femmes oiseaux, où elles vont avoir un don de prophétie, mais pas toujours cru. Et surtout, en fait, ce corps d'oiseau vont montrer qu'elles ont un côté un petit peu infernal. Elles ne sont plus vraiment de ce monde, vous voyez. Donc on est toujours en lien avec ce monde de l'invisible,
le monde des morts, l'autre monde, soit la manière dont vous l'appelez. On va se déplacer vers un endroit où vous n'auriez peut-être pas pensé qu'il y avait ce type de femmes-oiseaux. Donc on va les retrouver sur la prochaine diapo. Ah, ça c'est un petit peu mal... Oh, c'est pas trop grave, vous les voyez bien quand même. Vous pensez qu'elles viennent d'où, ces représentations ? De quel pays ? Allez, je vous taquine pas plus longtemps. Je vais vous dire leur nom. Gamayoun, Alkonost, Cyrine. Dans Cyrine, c'est l'oiseau, la femme oiseau noire que vous retrouvez dans une représentation, une estampe populaire. En fait, ces 3 femmes oiseaux en fait viennent de Russie, mais de la Russie, des pays slaves alentours, en fait, païennes. Voilà, d'avant la christianisation, mais bon, elles étaient tellement importantes pour le folklore qu'elles ont continué finalement leur chemin parmi la civilisation russe. Et donc, vous en avez 2 qui sont très positives. Donc, vous voyez l'oiseau blanc, déjà en plus qu'un visage beaucoup plus souriant, Alkonost. Et vous avez Gamayoun ici. Bon, Gamayoun a un peu l'air sérieux comme ça, mais je vous rassure, n'est pas du tout maléfique, au contraire de Cyrine. Dans Cyrine, vous entendez quoi ? Eh bien, sirène. Là, carrément, on s'est passé, en fait, la Grèce s'en est mêlée et s'est remontée, en fait, vers la Russie. Alors, ces oiseaux ont une place spirituelle significative, situant, en fait, ce sont des passeurs, en fait. Ces créatures, c'est le passage entre le monde de la vie et celui de la mort. Et suivant la personne que l'on est, eh bien, ces créatures peuvent être bénéfiques ou maléfiques. C'est-à-dire, par exemple, notre Cyrine, si on est une personne sainte, elle ne nous fera rien, en fait. Par contre, si on est un pauvre humain en difficulté sur le chemin de la vie, rencontrer Cyrine n'est pas forcément, et c'est le cas de le dire, de bon augure. Voilà. Il faut savoir donc, que ces 3 créatures-là, donc c'est une opinion qui n'est pas forcément universellement partagée par les spécialistes, eh bien, on pense, certains intellectuels pensent, en fait, certains chercheurs pensent que en fait, ces 3 figures ont facilité finalement le passage du paganisme, en fait, à la religion chrétienne orthodoxe en Russie et dans les territoires alentours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 3 créatures se sont transformées en quoi ? Eh bien, en anges. Voilà. Donc, c'était facile, puisqu'on avait déjà, en fait, finalement, un modèle préétabli. Le fait d'avoir des anges qui ne sont pas propres à la religion chrétienne, vous les retrouvez déjà dans le judaïsme et vous les retrouvez aussi dans l'islam. Mais en tout cas, c'est l'une des raisons, voilà, ces figures étaient tellement populaires que finalement, voilà. Maintenant, on va enfin aborder les rivages, en fait, des îles. Et je vais donc vous lire déjà ce premier conte qui m'avait été rapporté par ces étudiants donc réunionnais. Alors, je tiens à rappeler que les ouvrages que j'ai trouvés, en fait, ce sont des textes qui ont été publiés dans les années 50. Et ils n'ont pas été modifiés depuis. Donc, en 2023, vous verrez, il y a certaines tournures. On ne raconterait peut-être pas forcément les choses de la même manière. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment, effectivement, les choses étaient racontées, sans modification, voilà, sans dire, voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que je cautionne. Il faut, voilà. C'est plutôt d'une manière, voilà, enfin, pour le côté historique, finalement, de la chose, c'est intéressant, mais ce n'est pas une caution forcément, voilà. Alors, Grand-mère Calais. C'était au temps sombre de l'esclavage. On va pouvoir passer, je crois, au dernier slide, parce que, voilà, nos créatures oiseaux russes ne sont pas très appropriées. Alors, Grand-mère Calais, vous voyez, c'est celle-là. Vous voyez, donc c'est un dessin contemporain. Je n'ai pas réussi à trouver l'auteur, malheureusement, mais je trouve, voilà, les couleurs sont superbes. Le petit dessin du haut, eh bien, c'est ce qui accompagne justement le recueil, en fait, des années 50 que j'ai trouvé. Vous voyez, donc assez ancien. Et là, le petit oiseau, en fait, ça va faire référence au deuxième texte dont je vais vous parler. C'était au temps sombre de l'esclavage. Il y avait de bons maîtres, mais il y en avait aussi de bien méchants. Dans une famille de l'ouest de l'île vivait une esclave, Kalla. Allez savoir ce qui se passa. Le maître n'a jamais parlé. Quant à Kalla, certains disent qu'elle était battue, d'autres qu'elle avait volé, d'autres encore qu'une histoire d'amour avait foudroyé sa vie, d'autres enfin que son fils lui avait été volé par le maître et vendu à un autre propriétaire.
C'était hélas une chose courante. En ce temps-là, un esclave était comme un meuble ou un animal, on en faisait ce qu'on voulait. Toujours est-il que la vieille Kala a disparu. Certains disent qu'elle s'est pendue, d'autres qu'elle s'est jetée dans le gouffre près d'un étang salé où la mer gronde si fort. Mais s'il fallait croire tout ce que les gens disent. Mais au moment de mourir, en fait, elle s'est transformée en oiseau. En tout cas, à cette époque, les voyageurs commencèrent à rapporter d'étranges phénomènes. Quand ils s'étaient laissés surprendre par la nuit, dans l'ouest de l'île, ils entendaient comme une voix, ou alors ils apercevaient des lumières fugitives dans la montagne. Certains affirmaient même qu'ils avaient vu une vieille femme noire, toute ridée, au détour du chemin. Ils s'en trouvaient enfin pour jurer qu'elle était à cheval sur un manche à balai. Toutes les histoires possibles et imaginables couraient la montagne et plus personne n'osait sortir la nuit. Les experts, car il y a toujours un expert pour donner un avis définitif sur ce genre de phénomène, expliquaient que ces étrangetés ne pouvaient être dues qu'à une âme errante. On avait retrouvé des voyageurs détroussés de leurs bagages et de leurs habits, tournant comme des canards malades au milieu du chemin. On avait récupéré un enfant vert de peur dans le fossé où il s'était caché toute la nuit. On entendait surtout des chaboulements de galets sur le toit des maisons les nuits de pleine lune. Alors, chabouler à La Réunion, ça c'est ce que j'ai appris justement en faisant mes recherches, c'est un terme créole qui signifie lancer des pierres. Il semblerait qu'il provienne d'un vieux mot normand, sabouler. Donc les garnements chaboulent les fruits dans le verger du voisin. Il arrive aussi qu'on chaboule le toit de celui-ci pour lui faire peur. C'est surtout très efficace quand le toit est en tôle, évidemment. Vous imaginez le bruit tintamarre que ça peut faire. Bref, on entendait surtout des chaboulements de galets sur le toit des maisons, les nuits de pleine lune. Et la plupart des victimes tombaient d'accord pour dire qu'elles avaient entendu, juste avant leur mésaventure, ce grand cri comme un croassement d'oiseaux qui déchirait le silence. « Kala, Kala !» Les savants, car il y a toujours un savant pour contredire ce qu'affirment les experts, eurent beau expliquer que cela ressemblait à l'appel d'un oiseau de mer nocturne, personne ne voulut les croire. La légende de grand-mère Calais, morte sans sépulture, ombre de malheur sur toute la côte ouest, était bien plus excitante. Grand-mère Calais sévit durant des années. Dieu sait combien de voleurs et de farceurs profitèrent de la légende. Un colporteur attardé par sa clientèle était dévalisé au détour de la pente crève-cœur. C'était grand-mère Calais. Une jeune fille perdait son innocence au coin d'un buisson. Encore un coup de grand-mère Calais. Le vil séducteur de cette malheureuse enfant était rossé de coups de bâton par le père furibond au détour du même buisson le soir suivant. Toujours grand-mère Calais. Bien sûr, il y avait de vrais mystères, des lumières inexplicables, des bruits étranges, des frôlements dans la pénombre, comme il y en a dans toutes les campagnes, et les mamans, pour inciter les enfants à être sages, avaient pris l'habitude de leur dire « Reste tranquille, sinon j'appelle grand-mère Calais. » Et ça, justement, mes informateurs réunionnais me l'ont dit. Si vous imaginez le nombre de fois où on nous a menacés, enfants, avec cette grand-mère Calais. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, dans ce conte, quand même bien transformé, parce qu'en fait, je l'ai pris celui-ci, parce que j'ai trouvé souvent différents contes qui mettaient en avant, effectivement, soit cette esclave, effectivement, malheureuse, transformée en oiseau, mais j'ai aussi, par exemple, une version d'une femme qui, déjà, à la base, était abominable, par exemple. Ça m'intéressait moyennement. L'histoire avec l'esclave était beaucoup plus intéressante. Et il faut savoir, en fait, que ça se mélange en fait à une autre figure du folklore réunionnais qu'on appelle la Timise. La Timise, en fait, c'est une créature imaginaire de l'île de la Réunion. Et en fait, il s'agit d'une créature, telle qu'on a décrit, une créature ailée de couleur noire. On ne dit pas spécifiquement forcément que c'est un oiseau, même si après, de manière simplifiée, on trouve des textes qui parlent de grands oiseaux noirs, effectivement, qui poussent des cris effrayants, essentiellement de nuit, qu'on ne voit pas le jour, voilà. Et dans un coin très isolé, souvent, c'est bien plus pratique, quand c'est isolé, qu'il n'y ait pas la foule pour observer, le dit oiseau. Alors, il faut savoir que, vraisemblablement, les ornithologues ont parlé, ce qu'on pensait être la Timise, en fait, c'est un oiseau qui s'appelle le pétrel de Bourbon, et qui, effectivement, ne sort que la nuit, Et comme, en fait, moi, je me pose la question avec ce conte, est-ce qu'il y avait parmi ces esclaves des gens qui venaient de notre côte ouest africaine, des Yoruba, des Nagos, qui avaient l'habitude, par exemple, des Guéhédés, des mères qui se transformaient en oiseaux, tout est possible. Mais j'ai rien trouvé, aucun chercheur ou chercheuse n'a fait l'effort pour l'instant de démêler, de dire d'où vient cette femme oiseau, parce qu'elle a quand même bien une origine autre, encore plus, plus exactement,
qui remonte à bien plus loin que ces esclaves qu'elle a. Ah non. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Un autre conte, eh bien, qui est ce conte du début que j'avais lu, voilà, enfant, dans les années 80, et qui m'a été reconfirmé par une amie martiniquaise, Audrey Bartis, que je remercie pour m'avoir bien confirmé. Oui, tu ne t'es pas trompé, ce conte-là, je le connais aussi. Voilà. Et donc, qui m'a indiqué au moins l'ouvrage où je pouvais le retrouver. Eh bien, donc, ça s'appelle L'oiseau de nuit. Et là, je vais demander à Jean-Yves, mon collègue, d'être très attentif. Il y a une spéciale dédicace. Voilà, mais je le rassure, s'il ne trouve pas tout de suite, il verra. Voilà. L'oiseau de nuit. Aux Antilles, il existe des gens gagés, des zombies, des volants, des sous-clients. Les gens gagés sont ceux qui ont fait un pacte avec le diable, qui se transforment en cheval à 3 pattes, en bœuf, en cochon, qui vous barrent la route dans des cercueils de boue, qui volent la nuit sur un bâton. Les zombies sont des morts qui reviennent parfois sous l'apparence d'êtres vivants et qui jouent des tours que l'on ne peut arriver à expliquer. Les volants sont ceux qui se transforment en oiseaux et les sous-clients en oiseaux phosphorescents. Et voici le conte qui, m'assure-t-on, est arrivé. Cela se passait dans des temps très anciens. C'est l'histoire d'une petite fille qui habitait avec sa marraine, aux Antilles, dans les familles. Il y a beaucoup d'enfants et souvent les marraines adoptent leurs filleuls. Tous les soirs, la marraine la couchait et doucement se levait car elles partageaient le même lit. La marraine se levait lorsqu'elle croyait sa filleule endormie, prenait une fiole, se frottait le corps du liquide qui était contenu, disait des paroles magiques et prenait son envol. Une nuit que la petite fille ne dormait pas, elle vit sa marraine se lever, se déshabiller, se frotter le corps. Mais elle n'entendit pas les paroles magiques et ne vit pas non plus que la marraine avait retiré sa peau comme on enlève une robe et l'avait accrochée à un clou derrière la porte. Sans doute, cela aurait-il effrayé la petite fille. Elle vit seulement sa marraine s'envoler, toute noire, comme un grand oiseau. Pap, pap, pap. Et elle eut tout de suite un désir, faire comme elle. Elle se leva à son tour, se frotta également, ne dit pas les paroles magiques. Sa peau ne tomba pas, mais des plumes s'y collèrent. Elle devint un bel petit oiseau et s'envola par la fenêtre. Alors je m'excuse auprès des personnes qui parlent le créole des îles. Malheureusement, ce n'est pas une langue que j'ai encore dans mon panel de langues. Voilà, donc je m'en excuse par avance si ma prononciation n'est pas tout à fait correcte. Ce n'est pas la mauvaise volonté qui est à l'œuvre. Elle volait silencieusement, pas comme sa marraine, puisqu'elle n'avait pas prononcé les paroles magiques, et les gens gagés ne la reconnaissaient pas comme une des leurs. Elle vola, elle passa sur les maisons. Par les persiennes entr'ouvertes, elle vit ses petites compagnes. Ses petites compagnes dormaient, leur ange gardien à leur côté. Elle vit les animaux. Ils étaient endormis, excepté les cabris, les coqs, les chiens, les moustiques, les bêtes à feu et les chauves-souris. Dans une case, un bouc noir sans cornes veillait. Les arbres dormaient, les tamariniers, les cassialatas, ils avaient fermé leurs feuilles et la mer aussi dormait. La petite fille volait, elle volait tellement que, n'en ayant pas l'habitude, elle se sentit subitement très lasse. Elle se posa sur une pierre de la rivière. On la prenait pour un vrai oiseau. « Jouka ouvé, le jour paraît !» Elle veut rentrer chez elle, elle se remit à voler. Pendant ce temps, la marraine est déjà revenue. Elle a décroché sa peau qu'aucun mauvais plaisant n'a retourné à l'envers ou pimenté à l'intérieur. Elle s'est remise au lit. Et là, je fais une petite pause dans mon conte, mais on va l'analyser un petit peu plus au cours de la conférence, dans quelques minutes. Pourquoi je m'arrête ? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, il y a un texte qu'on a utilisé, un texte scientifique, d'un grand connaisseur en fait, des Yoruba, qui est Pierre Verger. Ce texte il nous a servi, en fait, quand on a préparé notre exposition. Il faut que je le retrouve, parce que normalement, ça a été imprimé. Alors, il est passé. Dans ce texte, en fait, on parle de nos mères qui se transforment en oiseaux et qui, justement, en fait, doivent faire attention que personne, en fait, quand elles se transforment en oiseaux, parce qu'en fait, le corps reste là, mais on peut supposer, en fait, que c'est l'âme qui se transforme en oiseau. Eh bien, on ne doit pas, finalement, le corps ne doit pas être imbibé, en fait, de poivre rouge. C'est exactement ce qui est écrit dans le texte de Pierre Verger. Voilà. Et donc, vous vous doutez bien, quand moi, je retrouve mon conte lu enfant, ce détail-là, je ne l'avais pas remarqué, je dis franchement.
mais que je retrouve cette mention de poivre, de piment rouge dans le texte du conte, là je me dis, il y a une petite origine yoruba quand même qui doit être quelque part dans ce conte. Donc c'est pour ça, là ça m'a fait tilt. Est-ce que vous voulez savoir la suite de l'histoire? Que se passe-t-il avec cette petite fille? Je peux vous le résumer parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que effectivement, comme vous l'avez compris, elle n'a pas elle n'a pas formulé les paroles magiques. Du coup, elle n'a pas laissé sa peau de côté, et donc elle se retrouve un petit peu coincée dans ce corps d'oiseau. Et au final, ce qui va la sauver, c'est qu'elle va trouver une église, donc avec sa croix, son clocher, et elle va faire le signe de croix. Et en fait, c'est ce qui va la sauver finalement de cet acte, et elle va redevenir une petite fille. Ce qui me pose question finalement, dans ce conte, mais finalement comme dans l'autre, c'est que là, vous voyez, vous avez un conte qui est passé un petit peu à la moulinette des missionnaires chrétiens, à mon avis, au 19e siècle. Tout ça, ce ne sont que des suppositions parce qu'on ne me l'a pas écrit. Personne ne m'a... Voilà, j'ai pas eu les travaux de savants, de chercheurs, chercheuses sur la question. Mais en tout cas, dans la morale de l'histoire, en gros, voilà, c'est... On fait bien comprendre, puisque vous avez eu la mention un petit peu plus tôt dans le conte, des anges gardiens, par exemple. Des enfants, voilà, des camarades de cette petite fille. Donc, voilà, ce qui m'embête un petit peu, c'est de me dire, le conte originel, on ne l'a pas. Et comment il a été finalement réutilisé, à mon avis, par les missionnaires pour bien faire comprendre que toutes les croyances, en fait, importées des esclaves, elles ne sont pas bonnes. Il y a un peu ce message-là, quand même, qui transparaît. Dans une autre version du conte que j'ai trouvée, alors qui était beaucoup plus actuelle, mais qui était beaucoup plus courte et qui n'était pas intéressante, sincèrement, à la lecture, moi je ne l'ai pas trouvée, enfin voilà. Là, il y a quand même une progression, même si effectivement, la version date, enfin en tout cas des années 50. La morale de l'histoire n'était pas du tout, on va dire, chrétienne. Et là, je pense que peut-être c'était en fait la morale finalement de l'histoire en fait africaine de base, qui était les enfants. À chaque âge, en fait, correspond en fait ses autorisations, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et en gros, les enfants n'ont pas à se transformer en oiseaux comme les adultes. Voilà. Et donc, on peut supposer que la transformation en oiseau, participe du fait, voilà, quand on est adulte, on a acquis certaines connaissances. Et quand on sait que la région vaudou est une région d'initiés, voilà, avec des étapes, là, ça correspond bien. Voilà. Et donc, c'était le seul point intéressant de ce conte vraiment qui avait été, voilà, perdait beaucoup de sa substance, mais de rappeler effectivement, voilà, ce qui me semble, moi, en tout cas, peut-être la morale originelle de cette histoire. Pour ma part, c'est fini de ma conférence. Voilà, je vous ai fait un petit exposé, vous avez pu voyager, j'espère, à travers différentes civilisations, et puis voilà, on a fait un petit focus à la fin, plus sur les îles et sur l'Afrique. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les faire savoir. S'il y a des questions, comme dit, je cherche des réponses, mais en tout cas, je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention. Ce que vous avez cité dans la mythologie chrétienne, la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint, oui, j'aurais pu parler effectivement de l'Esprit Saint, effectivement, ça marche, mais effectivement, oui, ça je suis d'accord, oui, effectivement, mais pour moi ça me semblait tellement évident que voilà, j'ai voulu un petit peu. Mais c'est vrai, effectivement, l'Esprit Saint, vous avez le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et c'est vrai que pour les églises protestantes, par exemple, vous retrouvez cet Esprit Saint, la croix huguenote, par exemple, qui est vraiment le signe de ralliement si vous êtes en général protestant réformé, du côté de Calvin, vous avez ce signe de l'Esprit Saint vraiment mis en valeur, effectivement, c'est le protestantisme qui a redécouvert un petit peu cette troisième personne, effectivement, de la Trinité chrétienne. Vous faites bien de le signaler. En parallèle, il y aurait aussi pu y avoir de la mythologie égyptienne, il y a aussi plein d'oiseaux. J'aurais pu parler effectivement de ces divinités à tête d'oiseau, comme Thoth, par exemple, et puis aussi Horus, effectivement, qui sont... voilà. Il y a une partie de l'âme aussi, enfin, dans la subdivision des... Oui, avec le bas. Oui, voilà, le bas. J'y ai pensé aussi. Mais en général, voilà, ça j'y ai pensé, je me suis dit, mais ça peut faire aussi l'objet d'intervention parce que je comptais qu'il y ait quelques spécialistes, et vous me le prouvez, voilà, qui connaissaient et tout. Donc c'est bien, finalement, que ça soit aussi sous forme de dialogue. Mais j'y ai pensé également, effectivement, c'est le bas, effectivement, ça représente, voilà, c'est l'âme, en fait, effectivement, et qui a aussi, qui est mi-être humain, mi-oiseau. On est bien d'accord, ouais.
est-ce que suivant vos origines, voilà, parce que, mais ça c'est uniquement parce que j'ai de bonnes oreilles, j'ai entendu ma collègue, je sais qu'elle a un compatriote de Colombie qui est parmi nous dans l'Assemblée, voilà, donc suivant vos régions, suivant d'où vous venez, hein, parce que voilà, peut-être que tout le monde n'est pas d'Alsace, tout le monde n'est pas de France, donc voilà, il y a peut-être des choses que vous voulez apporter en complément. Est-ce qu'il y avait des figures que vous ne connaissiez pas dans ce que j'ai montré, par exemple, avant d'arriver à... Ouais. Oui. J'ai entendu une fois une conférence d'une écrivaine turque oui. qui racontait, qui présentait un de ses livres. Oui. Puis c'était un livre avec les mères. Elle racontait sa mère ou sa grand-mère qui parlait des deux oiseaux qui étaient sur ses épaules, deux hiboux, je crois. Mm-hmm. L'un qui disait le bien, l'autre le mal. Enfin. Oui, il y avait une dualité. Ouais. Mm-hmm. J'ai vu là un reste du chamanisme. Vous pouvez, oui, en Turquie, oui. 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 Je me souviens pas exactement, mais encore présent, encore actuellement chez le peuple turc. Bah, suivant les régions, par exemple l'Anatolie a beaucoup conservé, voilà, hein, parce qu'à Istanbul, voilà, c'est plus cisadin, même s'il y a un très beau mélange des cultures à Istanbul, voilà, mais l'Anatolie est réputée pour avoir gardé un vieux fond, effectivement, d'avant l'islam. Ouais. Oui. Et c'est juste une question, du coup. Et donc la figure, justement, de cette femme oiseau, vraiment en Afrique, chez les Guédélis, tout ça, c'est vraiment Afrique de l'Ouest. C'est sous quel... C'est les Yoruba, les Nago. Voilà, parce que si vous êtes déjà venu au musée vaudou, ou si ce n'est pas encore le cas, en fait, il y a différentes ethnies qui pratiquent le vaudou. Mais, entre autres, ce ne sont que les Yoruba et les Nago qui ont voilà, ces masques guédés, on ne les retrouve que chez eux, en fait. Mais moi, je ne désespère pas de pousser encore mes recherches plus loin, parce que, comme vous savez que les Yoruba forment une communauté importante, créatrice du vaudou, on va dire, brésilien, le candomblé. Moi, je serais intéressée à voir ce qu'il en reste comme trace, effectivement, de ce côté-là. Mais après, ça aurait fait une conférence un petit peu trop longue. Peut-être que ça peut être aussi l'occasion de vous proposer une deuxième conférence voilà, plus précise sur cette thématique, si je trouve effectivement des documents me confirmant. Ça se trouve, ben, ça ne sera pas le cas. Voilà. Mais tout est possible. Voilà. Super, merci beaucoup. En tout cas, si jamais ça vous intéresse d'entendre encore d'autres histoires, il y a un podcast sur l'émission qui a été enregistré par Jean-Luc justement sur l'histoire des Guélégués. Si la thématique vous intéresse, le 11 mars, on a une soirée vidéoconférence, une soirée reportage d'ailleurs sur les Guélégués, documentaire. L'entrée libre aussi, réalisateur sera avec nous. Voilà. Merci encore, Katia Mouria. Si vous voulez boire un verre.